et merci d'être fidèle au podcast. Ce soir, c'est un nouveau numéro, mais c'est un numéro spécial de l'horreur de Librement Linux. Ce sera le seul épisode qui abordera des solutions et des news de l'horreur. Évidemment, Librement Linux, vous pouvez nous écouter sur site mancast.fr et également sur la chaîne YouTube de Steve 513V3. Je m'appelle Cédric et aujourd'hui, je suis accompagné de la team et notamment de Steve de la chaîne YouTube 513V3. Salut Steve. Mais je vois des morts partout. Ça me rappelle quelque chose, ça. La journée, il fait Mario et la nuit, il fait Numétopia, c'est le Tux masqué. Salut. Merci à Enrique de Webbeats Music. Cet épisode est diffusé sous les conditions Creative Commons Attribution 4.0 internationale, s'il vous plaît, excepté les extraits musicaux, les bandes son externes et les œuvres sonores non produites par l'équipe de Librement Linux. Bonsoir à tous. Hey. Nous sommes le mercredi 1er novembre et il est 20h50. Il était temps de faire cet épisode spécial. Oui, les gars. Je pense, oui. Oh, c'est bon, on n'a que quelques heures de retard. À peine. On a encore un pied. Oui, il doit être certainement encore le 31 quelque part sur la Terre, non ? Enfin, non ? Je sais pas. Je m'avancerai pas là-dessus, en effet. On va pas sortir les calculatrices. Et on va commencer tout de suite sur l'horreur show avec une bien triste nouvelle. Aujourd'hui, c'est la fête des morts et c'est la fête également, c'est la fête d'un disparu qu'on connaît tous. Donc vous aurez reconnu le générique de la série Friends qui a bercé notre adolescence, notre enfance, durant 15 ans je crois, non, il y a eu combien de saisons ? Il y en a eu beaucoup. Une dizaine. Ouais, beaucoup. Ouais, une dizaine, entre 10 et 15 on va dire. Et malheureusement, après le serveur du Central Perk, donc Gunther, aujourd'hui, malheureusement, on apprend également le décès de Matthew Perry, qui jouait Chandler dans la série Friends. Alors malheureusement, ces projets actuellement étaient un peu morts, donc on peut pas dire qu'il va nous manquer dans ces futurs projets, mais en tout cas, c'est une bien triste nouvelle. Tiens, on va peut-être se refaire une rediffusion de Friends, pourquoi pas ? Ouais, bon, il y a l'intégrale de Friends, ça risque de nous prendre plusieurs jours, c'est quand même un peu énorme. Mais bon, il y a quand même quelques moments intéressants. Ah, faut dire que... Oui. Et c'est vrai qu'actuellement, alors si vous n'avez pas la possibilité de revoir Friends, enfin d'avoir un replay de Friends en DVD ou quelque chose comme ça, vous pouvez également aller sur TMC entre midi et 2. Je crois qu'ils refont l'intégrale de Friends sur TMC. Voilà. Bon, ouais. Promo télé. Promo télé, ouais. C'est ça. Bon, mais très bien. Allez, on va enchaîner sur des news. Alors, vous l'aurez compris, on parlera pas forcément d'open source, mais quand même des annonces dans l'informatique, le traitement de vos données qui peuvent vous faire froid dans le dos. Et on va commencer tout de suite cet épisode de l'horreur show. Et avec moi-même, avec des premières nouvelles sur la liste des disparus. La liste des disparus, d'ailleurs, ça fait penser à la liste de Schindler, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, les gars, de vous dire, tiens, je vais chercher une info sur Internet et vous tombez sur des trucs qui vous font froid dans le dos. Ça vous est déjà arrivé ? Oui, ça arrive souvent. Ouais, très souvent, surtout quand je vais sur Pornhub ou des trucs comme ça. Il y a des choses, des fois, je vois, j'ai un de ces... Voilà, quoi. Et tu te regardes et tu fais, mais merde, elle a disparu. Mais elle est passée où ? Très bien. Alors moi j'habite dans un département où il y a une triste affaire qui a eu lieu récemment, c'est l'affaire Maëlys, donc j'habite dans l'Isère. Et je sais pas pourquoi, un moment, je sais pas, dans une conversation, on devait parler d'enfants disparus ou un truc comme ça, et je me suis mis à chercher s'il y avait pas une liste des enfants disparus dans l'Isère, parce que mis à part Maëlys, je savais pas s'il y en avait d'autres. Ouais, il y a bien une liste. Alors vous allez dire, mais c'est un site de taré qui vous propose ça. Tiens, devinez où j'ai trouvé cette liste. La mairie ou quoi, non ? La mairie ? Non. Wikipédia. Wikipédia fait ce boulot. Donc tu veux dire que Wikipédia a recensé la liste des enfants disparus qui se trouvent dans ta région, dans l'Isère ?
En tout cas, des collaborateurs, enfin des rédacteurs de Wikipédia, en effet, ont recensé la liste des. Ouais, mais c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça quand même. Il y a en effet, c'est peut-être pas pour rien. C'est en effet, c'est pas. Il faut pas voir le côté sombre des choses, mais ça fait froid dans le dos en disant ouais, j'habite dans un département où je suis un peu en sécure, tout ça. Ben non. En fait, en 1980, il y a eu déjà un enfant de 13 ans qui a disparu, Philippe Pignot. Très bien, qui n'a jamais été retrouvé. Ok. Il le précise, hein, c'est pas moi qui invente, je suis pas allé chercher d'autres infos, c'est dans la liste. Hein. Le 17 mars 1983 à Saint-Martin-d'Hères, dans la région grenobloise, Ludovic Janvier, 6 ans. Oh putain, jamais retrouvé. Grégory Dubrul, âgé de 7 ans. Lui, ah bah tiens, c'était à Waron. L'enquête est toujours en cours, très bien. Bon, bref, etc. Enfin, il y en a une douzaine, là, comme ça. Et évidemment, il n'y a pas que l'Isère. Si vous voulez vous faire un trip, allez sur la page des disparus de Lyon. Là, ça vous rappellera des souvenirs. Mais les disparus de l'Isère, c'est parce que il y a un avocat dans les années 2000, je crois, qui s'est intéressé au cas des disparus de l'Isère et qui a fait ouvrir des enquêtes et recenser tout ça. Donc, je pense que c'était pour ça que Wikipédia s'est intéressé aux disparus de l'Isère. Non ? Ah, t'as peut-être raison. Et en effet, il y a des dossiers qui ont été réouverts suite à l'affaire Maëlys et Nordal le Landais, parce que justement, il y a des méthodes, enfin, il y a des choses qui ressemblaient en fait ce que faisait Nordal le Landais. Donc, ouais, peut-être, ouais. Parce que les disparus de l'Isère, ça avait été médiatisé, je sais plus en quelle année exactement, dans les débuts des 2000. Justement, les fameux disparus d'Isère, il y avait beaucoup d'enfants qui disparaissaient, et donc il y a un avocat qui s'intéressait à tous ces dossiers pour représenter les familles et demander d'ouvrir des enquêtes et de faire en sorte que les différents enquêteurs qui s'intéressaient individuellement aux différents cas aient une vue un peu plus d'ensemble pour se dire est-ce qu'il n'y a pas un tueur en série, un enleveur en série ou je ne sais trop quoi. Ouais, mais carrément, t'as raison. Ouais. Alors par contre, pour les disparus de Lyon, là, je sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Tu donnes ta langue au chat. Là, j'avoue que je ne sais pas la raison pour laquelle on s'intéresse aux disparus de Lyon. Alors, il faut savoir qu'en Isère, il y a plusieurs grosses villes qui sont normalement qui n'ont aucun lien entre elles. Donc, vous avez Grenoble et son agglomération. Vous avez après Bourgoin-Jallieu et son agglomération. Et c'est vraiment deux communes qui se touchent vraiment pas, qui sont vraiment distantes, etc. Et c'est vrai qu'il y a aussi bien des affaires dans la périphérique de Bourgoin-Jallieu que dans la périphérique de Grenoble. Donc ouais, c'est assez troublant. Alors, mais en tout cas, moi, ça m'a fait froid dans le dos en pensant que pouvait y avoir des affaires sensibles dans mon département. Dans ton département. Alors là, je viens d'ouvrir le lien Wikipédia que tu nous as gentiment communiqué sur les disparus de Lyon. Et en fait, ils sont connus parce qu'il y a une émission sur TF1 qui s'est intéressée à ça. Perdu de vue, et qui a médiatisé les affaires des disparus de Lyon. D'accord. Donc sur Internet, vous ne trouvez pas que la liste complète des bisounours, mais également des affaires... Après, il y a une autre liste qui est connue, c'est la liste de Schindler. Ouais, mais non, je sais pas la faire, celle-ci. Je sais pas la faire. Non, après, oui. Mais bon, voilà, ça... Très bien. Eh bien, on va passer au dossier suivant. La question, c'est que fait la police ? Le Tux, je t'en prie. Eh ben, la police, en fait, plutôt le grand chef de la police, le ministre de l'Intérieur, a une phobie pour les messages chiffrés. En fait, il voudrait pouvoir les lire et tout ça, et donc il a rien trouvé de mieux après une triste affaire d'assassinat de l'enseignant il y a 15 jours maintenant, c'était. Il a circulé sur différents plateaux de télé, radio et tout ça pour demander à ce que les éditeurs de messageries chiffrées créent une porte dérobée pour que la police puisse nous espionner. Ah, c'est magnifique. Ah, voilà. Ah, c'est magnifique. Donc, bon... Alors il dit on va bien pouvoir s'entendre avec eux pour qu'ils nous fassent ça parce que c'est quand même vachement utile pour prévenir les crimes, espionner les terroristes et tout ça. Alors bon, c'est pas le premier, en fait c'est un leitmotiv pour tous les ministres de l'Intérieur, les services de renseignement, tout ça, ils veulent pouvoir lire nos messageries chiffrées. C'est pour eux, la Grande-Bretagne s'était positionnée là-dessus aussi. Voilà, elle a même passé une loi qui fait que en Grande-Bretagne, si je sais pas où ils en sont actuellement, mais à un moment donné, Signal avait dit on se retire du marché anglais. Vu qu'ils peuvent plus assurer la confidentialité des échanges. Voilà, donc vu la loi qui a été votée qui nous obligeait de déchiffrer tous les messages,
on ne propose plus notre application chez eux. Voilà. En tout cas, moi, ça me fait un peu peur dans le dos, dans le sens ça marque un peu une incompétence technique. Pour la simple et bonne raison, c'est que si on chiffre un message, c'est pour qu'il soit confidentiel entre l'expéditeur et le destinataire, et c'est pour éviter que des gens au milieu puissent lire le contenu. S'ils demandent à avoir une backdoor pour récupérer le contenu de ce message, autant interdire le chiffrement. Ça ira plus vite. Ouais, mais moi j'irais même plus loin. Autant interdire la vie privée, parce que il y a quand même dans les textes fondateurs de l'Europe, dans la Constitution européenne, le droit à la vie privée. Là, ce qu'ils demandent, c'est juste que tu n'aies plus de vie privée. En tout cas pour la police. Et à défaut de la police, peut-être aussi pour d'autres pirates mal intentionnés, parce qu'on pourrait partir du principe que la police est bien intentionnée. Ouais. Non, c'est très dangereux. Oui, c'était une blague, j'ai bien compris. Une boutade. Voilà. Mais voilà, donc bon, incompréhension, quoi, méconnaissance technique. Alors surtout qu'en plus, lui, il ne parle pas de chiffrement, il parle de cryptage. Ah oui, d'accord, oui, je pense qu'il regarde un peu trop Canal+ le samedi soir. Ouais. Le premier samedi du mois, je suis sûr. Ouais. Alors par contre, il y a quelque chose aussi que je voulais éclairer. Il faut pas confondre le chiffrement des messages et la protection des communications avec les fameux HTTPS ou certificats SSL. C'est deux choses complètement différentes. On peut très bien échanger via un protocole sécurisé avec du SSL, mais le message à l'intérieur du tuyau sera toujours en clair. Donc n'importe qui serait dans le tuyau pourrait voir ces informations. Que le chiffrement, il faut vraiment avoir une clé une clé de chiffrement et une clé de déchiffrement pour pouvoir lire uniquement le message. Donc, vous pouvez avoir des messages chiffrés en communication claire, en HTTP, mais également à l'inverse, vous pouvez avoir des messages clairs dans un tunnel HTTPS. Ça dépend où vous voulez mettre la sécurité et le secret des communications. Et puis, c'est pas parce que vous êtes en HTTPS que vos messages sont chiffrés. Et puis, attention, messagerie chiffrée, on parle de chiffrage de bout en bout. C'est-à-dire entre l'appelant et l'appelé. Oui. Ou l'auteur et le destinataire. Parce qu'il y a des messageries qui vont chiffrer entre votre téléphone jusqu'au serveur. Après, c'est déchiffré. Et puis, après, c'est rechiffré pour envoyer. Là, c'est pas du chiffrement de bout en bout. Et puis, le serveur, si on arrive à se connecter ici, on peut tout écouter. Ou avoir toutes les informations déchiffrées. Tout déchiffré. C'est comme à l'époque où les mots de passe étaient stockés en clair sur les serveurs. Voilà, par exemple. Dans un fichier Excel non protégé, non chiffré. Oui, mais voilà. C'est pas que à l'époque, hein. Je connais encore certaines entreprises qui le font. Ah oui, il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font. Je sais bien. Des bonnes pratiques de développeurs, ça. Je les adore. Tu voulais rajouter quelque chose, Steve, sur cette affaire de la police française qui veulent voir le message? Écoute, moi, tu veux que je te dise, ça me fait, je prends ça différemment avec les points de vue, tu vois. Je me dis, imagine un peu, on te dit, ouais, c'est bientôt la fin du monde. La première chose à laquelle tu penses, c'est d'acheter au moins un bunker pour pouvoir l'enterrer chez toi, tu vois. Et en fait, j'ai un peu l'impression que c'est un peu ça. Tu vois, t'as un phénomène, je vais pas dire un phénomène de mode parce que sans ça, je me ferais flinguer, mais tu vois, t'as un phénomène, ou en tout cas, qui défraie l'actualité, les chroniques, c'est-à-dire l'assassinat de ce professeur. Et reste des courses, on va utiliser cet élément-là pour dire, on va essayer de faire quelque chose pour essayer de protéger la population. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer un petit peu de protection de vie privée à tout le monde. Tu vois, ça me fait penser vraiment à ça. Et c'est un peu, c'est américanisé un peu. C'est un peu comme les Amerlocs qui font exactement pareil. Oui, après le 11 novembre, ils te font, ils te créent une psychose collective et en fin de compte, t'as les gens, ils sont, oh ouais, mais c'est vrai, il a raison, il va nous protéger. Ils ont raison. Et je trouve ça, vraiment, risible. Je crois que, je veux dire, quand on a un esprit critique, on le voit, on en rigole aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous aussi, en Belgique, ça peut très bien arriver qu'en fin de compte, 99%, pardon, de la population puisse dire, ah ouais, il a raison quand même, hein. Non, franchement, non, quoi. Non. Parce que 99% de la population, et je l'entends moi également en France, c'est de dire, de toute façon, on n'a rien à cacher. Voilà. Donc, on part de ce constat-là, on n'a rien à cacher. Mais c'est pas se cacher de la police ou du gouvernement ou des autorités officielles, c'est également se protéger de tout le monde. Une conversation privée doit rester une conversation privée, peu importe quel que soit le contenu de cette conversation. Et puis, ce qui n'est pas répréhensible aujourd'hui dans un propos que tu pourrais tenir aujourd'hui en 2023 pourrait très certainement devenir quelque chose de criminel, façon de parler. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais peut-être en 2030. Et donc, si malheureusement il y a une trace de ce que tu as dit, tu peux très bien être, quoi. Voilà.
Alors sans aller dans les extrêmes, on pourrait évoquer plein d'extrêmes. Il y a des propos dans les années 80 qui faisaient sourire, qui les conditions des femmes, etc. Tout compte fait, ça va être notre thème de toutes les émissions de Librement Linux. Il faut qu'on parle des femmes. Donc en effet, on pouvait rire que les femmes ne savaient rien à faire, elles étaient bonnes à rester à la maison, faire le ménage, garder les enfants, etc. Des propos aujourd'hui qui peuvent plus être tenus et peuvent plus être entendus de nulle part. Donc évidemment, il y a des évolutions de mentalité. Exactement. Non, mais et puis je pense que pour lutter contre le terrorisme, si on commence à appliquer les méthodes des États totalitaires, ou est-ce qu'on reste en démocratie? On n'y était déjà pas, hein. On n'y était déjà plus, voilà. Oui, c'est ça, j'allais demander qu'est-ce que c'est la démocratie. Quand le gouvernement décide pour toi, sans prendre en compte ce que veut le peuple, est-ce que ça reste de la démocratie? Alors il y en a qui vont dire oui, parce que vous l'avez élu pour qu'il décide pour vous. Vous n'allez pas non plus voter à chaque fois qu'il veut prendre une décision. Voilà. On est bien d'accord, la démocratie aujourd'hui, c'est un vaste débat. Est-ce qu'elle est encore là? Mais théoriquement, on est encore en démocratie. Je dis bien théoriquement. Parce qu'il n'y a pas que sur le papier, c'est marqué. Il n'y a pas que sur les décisions qu'on prenne à la place, qu'ils prennent à la place de nous, quoi. Il y a plein d'autres sujets sur la liberté de la presse, par exemple. Ouais. C'est très compliqué parce que moi, étant également de l'autre côté, c'est-à-dire dans certaines organisations, je suis plutôt dans l'équipe dirigeante, donc en effet, il y a des choses où tu vas pas demander l'avis des gens parce que tu sais qu'il faut aller dans ce sens-là et tu demandes pas l'avis des autres. Et c'est vrai que c'est faire de la politique derrière pour faire passer tes idées, pour les faire comprendre et pour les faire accepter et appliquer. Donc c'est aussi, je pense que le gouvernement doit avoir aussi des points qui sont compliqués. Mais là-dessus vient son propre intérêt. Est-ce que je défends mon intérêt? Est-ce que je défends l'intérêt du peuple? Et quel intérêt je défends, tout compte fait? Est-ce que je défends l'intérêt des amis? Voilà, c'est très compliqué. Bon, bref, on va éviter de parler de politique. Mais en tout cas, ne sortez pas l'excuse, je n'ai rien à cacher. Si vous avez obligatoirement quelque chose à cacher, et généralement j'aime bien prendre cet exemple, si vous avez rien à cacher, vous me montrez votre boîte mail, le contenu de votre boîte mail. Voilà, c'est tout. Ou votre historique de navigateur, ou voilà. Montrez-le-moi, c'est tout, voilà. Qu'on rigole 2 minutes. Voilà. Bon, bref, allez. On va parler cette fois-ci. C'est moi qui vais encore parler. Mais tu fais que ça, tu fais que parler aujourd'hui, toi. Il y a pas un truc comme on dit, j'ai pas envie de parler, non? Si. Non, c'est Steve là, je crois. Ouais. Ah oui, c'est Steve. T'as raison en plus. En plus, j'ai zappé Steve. Il a trop parlé. C'est ça, Steve, je parle de trop. Ouais, et surtout qui va nous parler de programmeurs, ça j'adore, et de tueurs. Je me prononce pas. Bon, effectivement, de programmeurs et de tueurs, et ça tombe super bien parce que, comme par hasard, on va encore parler de Linux. En fait, il s'agit de Hans Reiser. Il a été célèbre pour Oui, Hans, mais pas avec un Z, c'est Hans tout court. Il est célèbre pour avoir été un des contributeurs actifs des projets open source. Donc, par exemple, un de ses travaux les plus célèbres, c'est Reiser FS. C'est un système de fichiers très innovant qui a été utilisé en son temps par plusieurs distributions Linux. Et il se trouve qu'en 98, donc j'ai bien dit 98, j'ai pas envie de dire 98, Hans s'est rendu en Russie et il est tombé amoureux de Nina Sharanova. Et ça s'invente pas. Ouais, une belle petite Riskovitch, tu vois, je comprends pourquoi. Avec qui, il finira par se marier et avoir 2 enfants. Comme quoi, voilà. Le mariage durera jusqu'en 2004, donc vous faites les calculs. Voilà, ça fait donc 8 000, ça fait donc 6 ans de mariage. Et il se trouve que sa femme son ex-femme obtiendra donc une ordonnance restrictive qui entamerait et ensuite ça lui permettrait d'entamer une procédure de divorce. Et dans la foulée, pourquoi pas épouser justement le meilleur ami de Hans en question. Mais si. Il faut ça entre amis. Autant que ça reste en famille après tout, façon de parler. Et puis soudainement, du jour au lendemain, on sait pas trop bien, mais la Nina en question, en septembre 2006, elle disparaît. Et donc résultat des courses, la police commence à enquêter, les efforts d'enquête s'étaient concentrés justement sur l'ex-mari, pourquoi pas après tout. Et voilà, en même temps, j'ai envie de te dire, il y a des mecs qui collectionnent des comics Marvel ou DC, et là, on se trouve avec aussi des Larousse de Cuisine Cannibale. Mais Hans, lui, il avait des livres sur la façon de comment commettre un meurtre. Donc, je dis, mais si, bien évidemment, ce mec d'une intelligence papose, puis en plus de ça, imaginez quoi, je veux dire, le mec qui crée un système de fichiers open source, donc ça veut dire qu'il est pas con dans sa tête, tu vois, mais le mec qui laisse carrément des bouquins, comment je vais tuer ma femme, tu vois, genre un manuel mode d'emploi DIY, quoi.
Il y avait un indice en fait. L'indice est dans la C'est un bibliothèque. truc de fou, quoi. Donc la police a pu relever quelques traces de sang, en plus de ça, sur le siège passager de sa voiture. Et le... Non, c'était ses règles. Pardon. Putain. mais tu vois, ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en 2006, c'est justement l'effervescence de tous les fameux séries télé policières, NCIS, CSI et compagnie, tu vois, et on trouve du siège sur le sang, du sang sur le siège passager de la voiture. Donc, c'est bien évidemment, il a été condamné à 25 ans de prison. Et il a obtenu une réduction de 10 ans en échange de l'indication de l'emplacement du cadavre. Oh merde. Oh ben Dieu, c'est trop fort ça. Et résultat des courses, eh bien, on en arrive à la fin de la conclusion. Enfin, on arrive à la fin de la conclusion de l'enquête. Hein, c'est que Natalia a été étranglée pendant que les enfants du couple jouaient dans la pièce d'à côté. Oh, c'est ouais, on est un petit peu plus dans le côté un petit peu horrifique, genre je mets les mains dessus, tu vois, mais rien que le fait de se dire qu'il y a certainement des personnes parmi nous qui avons touché de près ou de loin le système de fichiers RiserFS, et tu dis mais c'est le mec qui a tué ça, tu vois, c'est ça. Voilà. Je crois qu'il a perdu moins 5% dans l'utilisation sur les serveurs RiserFS. Voilà quoi. Ouais, ah voilà, ouais. chaud patate, ouais. Ah ouais. Ah, il fallait, ouais. Donc on est bien dans la tech, hein, RiserFS. Oui, c'est... c'est ça. Ouais. D'accord. Ça fait froid dans le dos, là, quand même. Non, mais comme quoi, des fois, on utilise des trucs, on sait pas ce qu'il y a derrière et comment l'inventeur a fini. Par un psychopathe. Ouais, c'est ça. Oh, merde. Comme quoi, des fois, la technique dépasse C'est un l'humain. truc de dingue. Ah ouais. Bon, D'accord, et en conclusion, faut-il encore utiliser RiserFS ou pas? Oui, parce qu'il est beaucoup plus efficace que EXT3 et EXT2. Ah merde, en plus c'est vrai. Surtout pour les petits fichiers de quelques kilooctets. Alors maintenant, c'est plus le cas, on a que des gros fichiers. C'est un truc de dingue. Enfin voilà, ça c'était... Alors attends, RiserFR permet aussi, c'est un autre avantage non négligeable, l'agrandissement à chaud et la diminution à froid de la taille des partitions. Ah ouais, quand même. Oh. Mais c'est ça, donc imagine que le mec, il était pas con dans sa tête, mais il arrive quand même à se faire pincer. Oui, en même temps, tu vas me dire programmeur, développeur, programmeur Linux, enfin tout ce que tu veux autour de justement l'open source, et être assassin, tu vois, c'est pas nécessairement incompatible en même temps, c'est vrai. Comme quoi, il n'y a pas que des babas cool dans le monde open source. Non, mais bon, on voit par exemple Hannibal Lecter. Ouais. Un génie, ce mec-là. Pourtant, il s'est fait coincer. Oui. Tu peux voir ça comme ça. Oui. Tous les malades sont des génies, c'est ça? Peut-être. Il y a plein des hôpitaux psychiatriques. Voilà. Oh putain, c'est raccourci un peu, ouais. Bon, vous êtes dans l'horreur show de Librement Linux. On a encore plein de news comme ça qui sont associées à la tech, mais qui vont vous faire froid dans le dos. On a déjà vu les disparus de l'Isère et de Lyon. Que fait la police? Le programmeur et tueur, donc le célèbre inventeur de RiserFS, pardon. Mais on a encore plein de choses à vous transmettre, à vous communiquer. Et notamment, une belle application pour les pédophiles. Et cette application, c'est bien présenté. Je pense que si les gens nous écoutent avec ce premier numéro, putain, mais on est mort. Ils vont dire mais c'est quoi cette taré? Alors faut écouter les précédents épisodes. On n'est pas tout le temps comme ça. Non, là c'est exceptionnel, on enregistre le mercredi 1er novembre, d'habitude c'est le dimanche, donc c'est vraiment exceptionnel, Halloween, donc on a essayé de faire un numéro spécial de Librement Linux. Et donc je vais vous parler d'application de pédophiles. Alors, c'est pas une application spécialement qui a été développée pour les pédophiles. Alors là, ce serait vraiment l'horreur. Non, c'est simplement une application qui a été détournée de son usage principal. Et cette application s'appelle, tiens, j'ai oublié le nom, je l'ai perdu, c'est pas Ado... Attends, merde. Rencontrado, merci. Et Rencontrado, normalement, cette plateforme est ouverte à l'inscription dès l'âge de 13 ans. Mais le problème de cette plateforme, c'est qu'il n'y a aucun contrôle de la limite d'âge. Donc il n'y a aucune validation de l'âge. Donc en fait, n'importe qui peut se connecter. L'autre problématique, c'est que quand tu t'inscris, t'es pas obligé de fournir de photos de profil. Voilà. Donc il y en a qui ont essayé, et notamment un journaliste qui s'est connecté et qui a rencontré un message de David, et David disait « Coucou, tu penses que tu peux partager ta chaleur avec moi ?»
Voilà, ça commence comme ça. Donc David pensait envoyer ça à une jeune fille de 13 ans, et en réalité, en fait, il s'adressait à un journaliste de BFM TV qui enquêtait justement sur le manque de régulation des caractéristiques sur ces plateformes. Cette plateforme a été épinglée à plusieurs reprises par des journalistes, et notamment, les autorités ont commencé également à se préoccuper de cette application. Ils ont essayé de un peu verrouiller le système, mais en fait, vu qu'il n'y a aucune obligation légale, on ne peut pas contrôler l'identité comme ça des gens, surtout des jeunes de moins de 18 ans, c'est encore plus compliqué. Normalement, il faudrait demander l'accord des parents, tout ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est inadmissible. Bon, on reparle de Facebook, de Twitter, pardon, de YouTube aussi, ouais. Il y en a des belles aussi là-dedans. Bref. Ça va être compliqué. Et ils ont donc le journaliste de BFM est allé un peu plus loin. Il a dit on va aller voir d'autres plateformes si c'est le cas. Et ils sont allés également sur adotolérant.fr et eux, ils ont mis en place en effet un système prouvant leur âge. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont demandé l'adresse mail des parents pour envoyer un code et pour que les parents puissent valider l'inscription de l'enfant en disant oui, j'autorise mon enfant à s'inscrire. Et en plus, ils demandent une photo de l'adolescent. Et excusez-moi, mais comment ils savent que c'est bien l'adresse des parents ? En effet, ça peut ne pas être l'adresse mail des parents, je suis d'accord avec toi. Mais déjà, avec la photo, ils ont constaté un truc, c'est que ils sont passés de 8000 ados par jour à 2500 ados par jour. Donc ils ont vu une chute de l'utilisation de leur plateforme depuis qu'ils demandent la photo de l'adolescent pour prouver l'âge qu'il prétendait avoir. Voilà. Bref, 2 minutes, donc, j'arrive, je vais aller vomir. À la rencontre des pédophiles. c'est horripilant. Donc là, on parle d'une plateforme de messagerie, de rencontres entre ados, mais les plateformes TikTok, les plateformes YouTube, je suis youtubeur et que le gamin, il a 13 ans, il a même pas des poils au menton. Je comprends pas. Je comprends pas dans quel monde on vit, pardon. Moi, ça m'échappe tout ça. Ça m'échappe. Bref. Que fait la police, tiens, d'ailleurs? Ouais, mais bon, aussi, pourquoi tant de prédateurs? Oui. C'est la question que je me posais. C'est est-ce qu'on doit s'attaquer à la plateforme ou est-ce qu'on doit s'attaquer à ces malades Sur la plateforme, à la place, ça part à mon avis, d'un bon sentiment. On fait une plateforme pour les jeunes, on discute entre eux, et voilà. Mais après, qu'est-ce que vont faire des prédateurs sexuels sur ces plateformes-là? Et pourquoi il y en a autant? C'est aussi, comme tu dis, de passer de 8000 à 2500, ça veut dire qu'il y a quand même 5500 prédateurs. Alors non, peut-être dans l'eau, il y a des adolescents qui n'ont peut-être pas voulu non plus donner leur photo. Voilà, mais bon, ça montre qu'il y a quand même beaucoup de prédateurs qui viennent essayer d'harceler les jeunes. Harceler, voire plus. Mais il y en a aussi qui sont très médiatisés, qui continuent de passer à la télé et la justice ne fait rien. Et ils sont protégés. Ah oui, d'accord, oui. C'est des animateurs qui passent de Europe 1 à CNews, par exemple. Par exemple. Allez, on va déraper. On donne pas nom. Vous ferez vos propres recherches. Voilà. Très bien. Oh, et si je vais pas te demander en Belgique, parce que je pense que voilà. Allez, on va passer à la suite. Tout ça, donc excuse-moi, mais passe à la suite, oui, il vaut mieux. Allez, on va passer à la suite et on va passer à Twitter, une application qui existait dans les années 2020, quelque chose comme ça. Mais vous verrez, c'est passionnant. C'est devenu X et après ça a disparu. Et c'est le Tux masqué. Oui, donc il y a quelques jours, on fêtait les 1 an du rachat de Twitter par Elon Musk. Alors au début, plein de gens avaient plein d'espoir sur cette plateforme. Elon Musk, il a été adoubé d'ailleurs. Il a été adoubé. En fait, l'historique de l'histoire, c'est que Elon Musk a dit et si je rachetais Twitter, et tout le monde a dit ouais, bravo, félicitations. Et même le cours de bourse de Twitter a fait un bond. Tout à fait, en effet, quand il a acheté comme ça. Bon, quand il a racheté Twitter, il avait fait aussi plein de promesses. Par exemple, il avait promis qu'il allait publier le code source de la modération. Que derrière il allait rendre aussi les choses beaucoup plus transparentes. Et voilà. Bon. Manque de bol, 1 an après, code source il est toujours pas là. La transparence, elle est toujours pas là. Pour un libertaire, donc un libertaire qui est censé favoriser la liberté des paroles et tout ça, il a favorisé une certaine liberté de parole
des extrêmes Oui. qui avaient été bannis, qui Des sont revenus, complotistes même. des complotistes. Même des complotistes, ouais. Ils ont été bannis, ils sont revenus. Par contre, dès qu'il y a un journaliste qui dit du mal de ces sociétés, pof, il est éjecté de Twitter et tout ça. Bah, bref, Twitter aujourd'hui c'est devenu un gros n'importe quoi. Mais encore pire, c'est que aujourd'hui, dans 2 pays, Twitter est devenu payant. Oui, tout à fait. Oui, ça. Non. Si. Il est devenu... Alors, je sais pas combien on paye pour accéder à Twitter. Moi, personnellement, je payerais pas pour accéder à Twitter. Mais alors, les 2 pays, je ne me souviens Je crois que plus, c'est la je suis en train de Nouvelle-Zélande, si je rechercher. ne me trompe pas. C'est ça, il y a la Nouvelle-Zélande et ces 2 pays sont l'un à côté de l'autre. Je retrouve pas l'information, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, et derrière, c'est destiné à se généraliser, parce qu'il faut dire pourquoi il veut rendre payant. C'est que tous les annonceurs fuient Twitter, et c'est simple, être associé à des complotistes, de l'extrême droite, tout ça, ça leur plaît pas forcément de voir leur publicité associée à ces types de messages-là. Donc aujourd'hui, il a du mal à recruter des gens. Alors il avait déjà mis un truc, le badge bleu qui devient payant, ce qui fait que maintenant on sait même plus si c'est une personne certifiée ou pas, si c'est vraiment la bonne personne, il suffit de payer, on peut avoir un badge bleu pour dire ce qu'on veut. Mais voilà. Mais c'est pas tout. Twitter a fait des émules. Aujourd'hui, Non. je sais pas si vous avez vu, mais en Europe, Facebook et Instagram vont devenir payants. Ah oui, pour plus avoir de pub. Oui, j'ai entendu ça. Ah ouais, c'est ça. Là, pour se mettre au droit de la régulation RGPD et tout ça, donc on peut plus donner un accès gratuit parce que sinon les gens, on est obligé de leur demander s'ils acceptent ou pas de la pub. Donc s'ils veulent pas de pub ou qu'on collecte leurs données, ils sont obligés de prendre un abonnement payant. Ça fait un peu comme quand vous allez sur Le Monde, Figaro, ces journaux-là où en fait vous avez Il un faut gros accepter panneau. les cookies ou payer un abonnement. Voilà. Ouais. Bah en fait Facebook et Instagram ça va être pareil. Soit vous acceptez qu'on pompe vos données personnelles, soit vous payez un abonnement. Ah, alors si c'est que ça, ouais. Si c'est que ça, je pense que les gens vont plutôt accepter les cookies parce que Oui, j'ai rien à oui, foutre. voilà, c'est ça, il faut accepter les cookies. Non, mais bon, après, fuyez ces plateformes-là, arrêtez de croire que ces réseaux sociaux sont sociaux, c'est pas du tout des réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis pas sûr que vous ayez vu les 10 000 abonnés que vous avez, abonnés ou amis que vous avez sur Facebook, vous les connaissez tous. Non, rencontrez les gens chez vous, faites des fêtes chez vous, allez aux fêtes de village, etc. Ça sera beaucoup mieux, vous verrez, vous rencontrerez des gens beaucoup plus intéressants. Ouais, très bien, ouais. Pour info, c'est les Philippines également. Les Philippines, ouais. Qui devient payant au niveau Twitter. Alors, chose marrante, l'association dont je m'occupe à Chambéry, on était sur Signal, on était sur un comité restreint dans le groupe Signal, et récemment, on a pris la décision de migrer sur une plateforme décentralisée qui est pas Mastodon, non, désolé, mais qui est plutôt, j'ai oublié son nom, Matrix, pardon. En plus, on y est. Ah, c'est vraiment con ça. Donc Matrix, et tout compte fait, on a triplé le nombre d'abonnés au salon Matrix de l'association en question. Donc c'est une belle réussite, j'en suis très fier. On utilise des outils open source, encore plus open source que Signal, et ouais, je suis content de plus être sur Twitter, je suis content de plus être sur Facebook, concrètement, et encore moins sur Discord. Oh, Donc, oui. ouais. Bah après, Mastodonte et Element, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est pas la même pratique. C'est vrai qu'Element, enfin Matrix, je l'associe plutôt à du Discord, donc de l'échange instantané dans des salons, que en effet Mastodon ou ex-Twitter, donc X, c'est plus suivez-moi, je vais vous raconter ma vie. C'est ce qu'on appelle du microblogging dans le jargon. Ouais. Eh ben dis donc. Optez pour des solutions où vous êtes autonome. Tout à fait. Alors certes, vous êtes peut-être pas forcément informaticien, alors faites confiance à ceux qui savent. Non, mais ceux qui sont pas informaticiens, qui ont comme ça, il y a un truc qui s'appelle le dispositif Chaton, qui référence un peu toutes ces solutions auto-hébergées. Et donc, c'est des petits comités et tout ça, et eux, ils les référencent. Alors, vous en avez peut-être à côté de chez vous, et vous pouvez vous inscrire sur ces solutions auto-hébergées qui sont référencées donc avec Chaton. Oui, tout à fait. Et eux, ils savent et vous pouvez leur faire confiance. Tout à fait. Et l'informatique n'est pas gratuit, hein. C'est pas parce que vous allez sur Internet que tout est gratuit. Un serveur, ça coûte de l'argent. Donc, quand on vous propose du cloud à 3 € par mois, j'ai envie de dire, foncez, quoi. C'est cadeau, même, j'ai envie de dire. Ouais, c'est pas cher, en plus. Oui, ce serait pas cher, oui, tout à fait. Pour la petite info, si vous voulez avoir votre propre Nextcloud pour vous, il faut compter à peu près, entre 8 et 12 € par mois. Si vous voulez, voilà. Normalement, c'est ça, les tarifs. Très bien.
Eh ben merci pour ce moment X. J'aime bien quand tu me parles comme ça. Et on va parler d'une autre creepypasta, Lob. Ouais, et ben la liste des creepypasta. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que c'est que creepypasta? Ah oui, oui. En fait, c'est simplement des espèces de légendes urbaines, mais qui tournent sur Internet, mais naturellement qui ne sont pas authentifiées comme étant des histoires vraies. Hein. Bon, en gros, pour vous donner une petite idée, vous avez certainement déjà entendu parler de Slenderman. Ça vous dit rien, les papis, ou quoi, là? Non, désolé, Halloween a été très compliqué. Le fameux Slenderman, c'est ce fameux type qui, manifestement, était très filiforme, très grand, très mince, en costume noir, comme ça, et en fait, il y avait en fait même un espèce de, je vais pas dire de jeu vidéo, mais en tout cas, c'était en gros, tu avançais comme ça dans la forêt, et puis bam, tu devais éviter d'être en face de ce type-là, parce que tu n'avais aucune possibilité de pouvoir t'en échapper. Il y avait aussi Momo ici, il y a quelques mois, quelques années, Momo, avec cette tête de dératé complètement, ce sourire complètement effrayant. Il y a aussi Jeff the Killer. Enfin, soit il y en a eu quand même quelques-uns, et en plus de ça, ça défraie un peu, ça excite un peu ça excite, non, je vais pas dire le mot, mais ça en tout cas, c'est l'intérêt qu'apportent les jeunes ados qui, c'est une autre façon de voir l'horreur, de toute façon, quoi. Voilà, quoi. Et donc voilà. Nous, on a eu Chucky dans notre adolescence. On était encore un peu plus soft. On avait Freddy, Chucky, Jason le mort-vivant, etc., etc. Mais eux, non, il faut vraiment qu'ils se tapent des Slenderman et des Momo. Je comprends pas, mais enfin, soit. Ah, c'est jeune. Je te jure, franchement, quoi. Je me traite de tarde, va faire ta chambre. Non, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, vous avez certainement déjà entendu parler de cette étrange femme issue d'une intelligence artificielle qui entrait Internet et qui s'appelle Lob, L-O-A-B. À la base, il s'agit simplement d'une histoire qu'une utilisatrice a voulu s'amuser en fait avec l'intelligence artificielle. En fait, elle nous explique que lors de sa première intention, c'était de pouvoir éventuellement créer une espèce d'entité grâce à l'intelligence artificielle. Et elle a eu l'idée de demander à cette IA de générer quelque chose qui était le contraire de sa demande. Ainsi, en voulant par exemple créer l'inverse de Marlon Brando, ce sont les lettres Digita, PNTICS, je vais pas vous les plaire, mais enfin voilà, c'est en tout cas Digita, PNTICS, qui sont apparus, sans crier gare. Alors bien évidemment, l'utilisatrice est intriguée, elle demande à l'intelligence artificielle de générer l'inverse de cette phrase, et c'est là qu'est apparue la femme, donc c'est-à-dire une femme comme ça, vraiment avec un physique assez effrayant, et elle l'a surnommée Lob, parce que justement l'une de ces images a été créée à partir du texte qui disait L-O-A-B. Bon, soit. C'est ainsi qu'elle a décidé d'aller plus loin. Elle demande ainsi à l'intelligence artificielle de lui créer sur base de cette image de femme. Cette fois-ci, l'intelligence artificielle génère des autres images de plus en plus horribles, des personnes décapitées, des enfants perdus. Ah tiens, justement, des perdus de l'Isère, tiens, justement. Avec des friages vachement effrayants. En fait, vous trouverez très facilement de façon ce genre de photos qui doivent certainement traîner sur Twitter, puisque manifestement il y a beaucoup plus de liberté au niveau de la modération depuis que Elon Musk est dessus, donc il n'y a pas de problème, quoi. En fait, toutes ces images sont combinées avec Lob et deviennent ainsi des vraies scènes de cauchemar, et c'est ainsi que justement les internautes commencent à se demander si Lob ne serait pas en fait une entité qui entrait tout simplement tout ce qu'elle touche. Alors voilà, en fait, cette personne, c'est un peu effrayant parce que tu te dis finalement que les gens, ils y croient vraiment. C'est un truc de fou, quoi. C'est le problème de l'IA. Le problème, c'est que l'IA, c'est de la génération de textes, d'images, mais c'est basé sur l'hallucination. En fait, on appelle ça l'hallucination parce qu'en fait, c'est de la génération par statistique, mais il y a aucun sens. Donc, elle peut absolument raconter n'importe quoi. D'où l'hallucination. Le problème, c'est que c'est tellement bien formulé au niveau du texte, ou tellement bien l'image, on la croirait tellement réelle, que les gens sont carrément bluffés, et ils vont pas dans le détail. Alors pour du texte, c'est compliqué dans le détail, parce que déjà il faut être instruit. Voilà, ceux qui regardent Énergie 12, c'est très compliqué pour eux. Donc après, au niveau des images, c'est simple. Quand on regarde bien l'image, on se dit, mais pourquoi ce bonhomme a 6 doigts à une main, ou 4 doigts?
Voilà. Et c'est ça le détail qu'il faut vérifier, qu'il faut avoir un aspect critique. L'image peut être belle, le texte peut être beau, mais ne rien dire. Il y en a qui ont beaucoup moins d'aspect critique et on va rejoindre une news une horreur que tu nous rappelais tout à l'heure sur les rencontres ados. En fait, je suis tombé par hasard sur un article qui disait que les pédophiles adorent les IA génératrices d'images. Tu m'étonnes. Parce que ils mettent quoi comme texte? Je suis curieux de connaître le texte. Alors je sais pas ce qu'ils mettent, mais visiblement aujourd'hui c'est les IA génératrices d'images sont beaucoup utilisées par les réseaux pédophiles. Quoi, pas les réseaux justement, parce qu'il y a plus besoin d'accéder à un réseau, ils se génèrent leurs propres images. Tu m'étonnes. Et voilà, donc il y en a qui font des femmes d'horreur, mais il y en a aussi qui font des photos d'horreur. Ah putain. Ouais. Et derrière, tu fais un recueil que tu peux vendre sur Amazon. Et je vais quand même terminer mon petit billet, hein, les gars. Pardon. Oui, excuse-moi. Ouais, Je sais ça, vous non, ça va, c'est pas grave. Non, en fait, en gros, pour vous donner une petite idée, j'essaie d'un petit peu de la décrire, mais je pense que vous aurez de façon beaucoup plus facile à trouver une image de cette personne. En fait, elle a une apparence approximativement de 40 ans, les cheveux longs, noirs, les joues très roses, voire limite rouges, hein, d'ailleurs, et comme si à la limite elle était un peu brûlée de froid au niveau de ses joues. Alors au niveau des yeux, finalement on aura droit à des trous noirs tout simplement. Et en fait mais ce qui est le plus flagrant dans ces images de Loeb, c'est sans doute le plus étrange et le plus effrayant aussi, c'est son air complètement déprimé et désemparé, parce que finalement on joue aussi sur l'expression du visage, hein. Mais bon, un peu du style, par exemple, si en fin de compte on n'aurait pas fait subir les pires supplices à cette femme justement en question, tu vois. Donc et fatalement le fait en plus de ça de la mettre en avant-plan, etc., en mode portrait, je pense que ça joue énormément, quoi. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est un creepypasta qui est généré par une intelligence artificielle qui n'a absolument aucune existence authentique, d'accord, mais juste simplement pour vous dire, c'est génial d'un point de vue, intelligence artificielle comme le disait Cédric, mais de l'autre côté, c'est quand même en tout cas un outil hyper dangereux, quoi. En tout cas pour moi, pour ma part. Je suis d'accord, mais je viens de voir, elle a une petite tête de Chucky, je trouve. Ah, t'appelles ça une tête de Chucky, toi? Bah, je sais pas, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui ressemble, je trouve, qu'elle a une tête de Chucky. Elle est tellement... Mais tu vois, moi je voyais plutôt, en fait, mon oncle Ivano Igor, qui est justement calé en Russie. Il est calé en Russie du côté des steppes de Sibérie, tu vois. Et en fait, là, il vient de sortir du Goulag, et en fait, il ressemble plus, en fin de compte, à... En fait, on dirait qu'il a essayé de se travestir. Et ça, tu vois... Mais moi, je suis sûr qu'à Hollywood, ils vont en faire une série de films. Évidemment, puisqu'ils avaient déjà fait... Ah en parlant d'Hollywood, tu sais qu'ils ont sorti une série de Chucky, là. Oui, bien sûr. Sais, mais attends, tu sais que Hollywood avait déjà fait un film Slenderman au cas où, hein, les petits loulous. Ouais. Donc voilà, quoi. Et puis là, ici, maintenant, ça va être Five Nights at Freddy's aussi qui va sortir bientôt, donc basé sur le jeu. Il y a aussi un nouveau Jason qui doit sortir. Jason, pardon. Jason. C'est Jason. Jason. Excuse-moi, oui, ça y est. Jason, oui. Oui. Steve, il paraît que tu tiens une rubrique, et d'ailleurs, en quoi consiste cette rubrique, Steve? Salut tout le monde. Alors j'ai une petite requête à formuler à tous, dans l'espoir de développer une idée de rubrique pour les prochains podcasts. Si vous aviez une question, une réflexion, une affirmation, bref, quelque chose à formuler, envoyez-moi cela de votre plus belle voix, un peu comme si vous alliez me laisser un petit message sur le répondeur. Vous serez bref et succinct. Vous m'envoyez un petit fichier au format MP3 ou OGG, enfin bref, vous m'envoyez tout cela par message privé depuis le salon Matrix. Quelques-unes de vos interventions seront retenues et rediffusées lors de la rubrique. Merci d'avance à tous pour votre participation et de vous prêter à ce jeu. Bien sûr, ce projet ne peut que prendre forme qu'avec votre collaboration. Alors, nous comptons sur vous. Eh ben oui, on compte sur vous. Évidemment. Merci Steve. Ouais, j'ai rien fait, mais avec plaisir. Oui. Ouais, je t'en prie. On va passer à la news suivante. On va parler de guerre d'étoiles. Oui, vous avez bien entendu. La guerre des étoiles. Oh, c'était beau ça. Oui. À la base, La Guerre des étoiles, c'est pas un film horrifique, hein. On est bien d'accord. Quoique Dark Vador, les surtout les Ewoks. Hein. Ah, j'ai cru que t'allais dire les Ewoks, oui. Les Ewoks, oui, j'aurais pu le dire. Dorothée. Non, là, c'est la vraie Guerre des étoiles. On est dans la réalité. Et c'est comme... En fait, tout récemment, les Européens se sont rendus compte qu'un satellite russe se rapprochait dangereusement des satellites de télécommunications européennes.
Et en fait, faut savoir que il y a une loi dans l'espace qui est un peu saturée, c'est que les satellites ne doivent pas se rapprocher trop parce qu'ils risqueraient de rentrer en collision et de faire des catastrophes et en plus ça coûte très cher. Et là, en fait, les Russes ont envoyé très récemment un satellite dans l'espace. Au départ, c'était pour faire de la surveillance et tout ça. Et en fait, ce satellite, il se déplace. Et puis, ils l'ont vu se rapprocher à moins de 20 km des satellites Eurostat, je crois que c'était. Alors, pourquoi se rapprocher autant? En fait, il y a plusieurs, on sait pas trop, parce que c'est un peu. Il y aurait pas du piquage de faisceaux là, par hasard? Ça peut être de l'espionnage, ça peut être pour parasiter, pour récupérer, comme c'est des satellites de télécommunications, intercepter les communications, ou même. Comme ça embarque des technologies secret défense, peut-être essayer de voler des technologies. Et donc tout ça, ça inquiète un peu tout le monde et ça relance les programmes de guerre des étoiles. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je crois que c'est fantastique ça. J'adore. J'adore. Et au milieu, il y a les satellites d'Elon qui essayent de nous envoyer Internet. Pardon, je crois qu'on m'a perdu. Oui, je t'avais perdu, j'avais comblé le trou. Donc tu disais que ça relançait la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, et en fait la guerre des étoiles, c'est un projet qui était américain, qui consistait à assurer la défense de l'espace et de savoir envoyer des missiles pour détruire des satellites des ennemis. Et voilà. Et les Russes font pareil, et je pense que bientôt les Européens vont faire pareil, puisque comme les Russes se rapprochent dangereusement de nos satellites, on va pas se laisser faire. Ouais. Inquiétant quand même. Mais, ouais, il y avait un programme enfin moi je viens du monde de l'électronique, hein, j'ai étudié dans l'électronique. Et en fait, dans les années 90, il y avait un programme qui s'appelait, c'était comment, l'ERM, bon, c'est une onde électromagnétique assez puissante qui peut griller tous les processeurs et toute l'électronique avec un faisceau. Alors c'est pas un faisceau laser, hein, c'est un faisceau d'ondes électromagnétiques qui va griller tous les composants. C'est bizarre parce qu'on entend, ça a jamais été mis en œuvre réellement, mais la légende voudrait qu'il y a des satellites qui seraient capables de le faire. Donc j'attends de le voir, tout simplement. En tout cas, moi ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà eu des essais de fait. Les Russes, je crois que c'était cet été, ont envoyé des missiles détruire des satellites dans l'espace. Et on avait une grosse inquiétude, c'était de savoir où est-ce que les retombées, où est-ce que ça allait retomber. Et est-ce que alors la retombée encore, c'est pas, j'ai envie de dire oui, ça peut faire des dégâts sur le sol terrestre, mais il y a un autre problème, c'est si ça fait des déchets dans l'espace, là c'est mort. Il y avait les retombées et il y avait aussi potentiellement des impacts avec la station internationale. Non, la station internationale. Non, c'est pas Mir. C'est pas Mir fini, Express. ça, Mir. Mir, oui, c'est vieux. C'était la précédente, Mir. Ah, elle est tombée où, elle? Ah, ils l'ont fait tomber il y a quelques années, ouais, en effet. Ouais, si, elle est tombée, ouais. Ah ouais, d'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, la guerre des étoiles, en effet, Disney a racheté les droits, donc j'attends le prochain épisode. Et cette fois-ci, on va parler, après la guerre des étoiles, de 007. Pourquoi 007? Tout simplement parce que je vais vous parler d'espionnage. D'espionnage, oui. Quels sont les moyens d'espionnage qu'on peut mettre en œuvre? Alors oui, il y a l'aspect réseau, on peut t'écouter sur le réseau, oui, bon ça j'ai envie de dire, c'est trop banal, c'est trop commun. Il y avait eu également un système d'espionnage qui avait été développé pour voir l'activité du disque dur via la LED. Vous savez, la LED qui clignote quand il y a un accès disque dur. Ça c'était dans les années 90-2000 avec les desktops qu'on mettait sur le bureau, tout ça. Si, il y avait eu un programme là-dessus. Également sur les modems. À l'époque, les modems, quand on était en analogique, pareil, tu avais les LED RX-TX qui clignotaient et les gens essayaient c'était la transformation des bits. Et ils essayaient de déchiffrer le message qu'on a envoyé, c'est ça? C'est ça. Il y avait eu d'autres expériences également où dans une pièce voisine, on mettait une grosse antenne et cette antenne essayait de capter les ondes électromagnétiques des tubes cathodiques, des écrans de l'époque. Donc en fait, tu avais une duplication de l'écran dans la pièce voisine avec cette antenne. Voilà, il y a eu des essais comme ça. Et ben aujourd'hui, on essaye de vous espionner grâce au clavier. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est le coup du sans-fil. Non, encore plus simple, encore plus bâtard le truc, mais vraiment plus bâtard. En fait, il y a des chercheurs, des scientifiques de Coatnet qui sont capables de retranscrire les sons de nos claviers.
Donc quand vous tapez sur un clavier, même celui qui est tactile, vous savez, qui fait pas trop de bruit, et ben ces scientifiques ont réussi à retranscrire ce que vous y tapez. Bon, tout ça, c'est nourri évidemment d'intelligence artificielle, entre guillemets, une grosse base de données de bruit déjà de tabulature. C'est pas la touche tabulation, hein. La tabulature, c'est l'enchaînement des touches que vous tapez. Et donc cette IA serait capable de fournir, d'avoir une prédiction fiable à 95%. Donc à 95%, elle est capable de savoir ce que vous tapez au clavier, rien qu'en écoutant les touches du clavier. Alors là, pour lutter contre ça, ça va être un peu compliqué, hein. Le chiffrement, vous oubliez, le cryptage encore plus. Enfin, la seule chose qu'elle est pas capable de faire pour l'instant, c'est de pouvoir deviner vos mots de passe. Et oui, parce qu'elle est pas capable de savoir si vous êtes en majuscule ou en minuscule. Voilà, toutes ces variantes-là, ou quand vous avez plusieurs touches sur un clavier, elle est pas capable de savoir quelle touche vous avez générée exactement. Donc pour les mots de passe, c'est un peu mort, mais pour les messages standards, vous êtes plus à l'abri d'une bonne écoute alimentée par une IA. Vous savez ce qui me choque le plus dans ce que tu viens de dire, en fait, c'est que il y a donc des scientifiques, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont financé une étude scientifique pour simplement écouter comment est-ce qu'en fin de compte tu tapotes sur ton clavier. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a un moment donné. Je suis sûr que derrière il y a de la CIA, il y a de la NSA ou il y a du Darmanin qui a financé ça. Attendez, on va même aller plus loin, les gars. On va même aller plus loin. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est équipé d'un micro, mis à part notre podcast là où on enregistre, les tablettes, les téléphones. Donc j'ai envie de dire la CIA, tout ça. Non. Mais pourquoi pas Google? Pourquoi pas Facebook? Pourquoi pas Apple? Hein? Aussi, oui. Donc, vous posez votre téléphone à côté de votre ordinateur et que vous tapez au clavier. Ben voilà, ils savent tout ce que vous écrivez. Ça me troue le cul, mais vraiment. Façon de parler, hein. Voilà, donc après que Meta nous écoute pour pouvoir après envoyer de la publicité bien ciblée, et ils sauront ce que vous écrivez également, et là vous dites c'est bizarre, c'est ce que je viens d'écrire à mon collègue là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début de Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, il y avait eu un scandale sur comme quoi tout était enregistré. Même quand tu ne lui disais pas OK Alexa, ou je sais pas comment on s'adressait à ce truc-là, quoi. Excusez-moi. C'était enregistré. Et des gens pouvaient écouter chez Amazon. Ah oui, c'était les pré-écoutes. Oui, c'était les mots-clés de pré-écoute, ce qu'on appelle la pré-écoute, pour déclencher justement l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'était envoyé en effet au centre d'études de chaque, de Alexa, Google, etc. Pour isoler les faux positifs, etc. Et oui, il y a eu des scandales là-dessus. Oui, donc tout était toutes les conversations qu'on avait devant l'équipement, même quand on n'avait pas déclenché, parce que eux, il fallait qu'ils sachent quand est-ce que tu disais va me chercher quelque chose. Ou allume-moi la télé, tout ça c'était écouté et c'était enregistré et c'était stocké et potentiellement utilisé, et voilà. Et donc on était, à partir du moment où on avait mis ça dans son salon, on savait qu'on n'avait plus de vie privée, quoi. D'ailleurs on en a peut-être toujours pas, hein, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. De vie privée, on en a toujours pas. On en a toujours pas. C'est fou parce que je t'interromps, c'est fou parce que tu vois, il y a quelques années d'ici, j'habitais dans un petit village qui s'appelait Lustin. C'est un petit village en Belgique, très très pittoresque, hein, pas beaucoup d'habitants. Et c'est fou parce que je me souviens que quand j'ai débarqué là-bas, fatalement, moi avec mon petit physique atypique, parce que je venais d'une autre région de la Belgique, fatalement, Steve, la tête un peu la tête de cul, quoi, tu vois, machin. Et résultat des courses, c'était marrant parce que la moindre petite chose que tu faisais, finalement, j'ai toujours dit, hein, limite, tu pètes un coup, on sait ce que t'as bouffé la veille, quoi, tu vois. Mais vraiment c'est ça, quoi, tu vois, voilà. Tout se sait, tout se sait. Tu te serais pas envoyé en l'air? Non, pas encore. Merde. Et coupe ça aussi. Non, nous enregistrons dans les conditions du direct. Je te l'ai pas dit au début. Mince. Quel dommage. Maintenant, je vais un petit peu fabuler. Fabuler. Donc, toutes ces infos qui sont envoyées à Meta, à Google, etc. Est-ce que les opérateurs seraient pas de mèche en vous proposant des forfaits à 150 gigas, 200 gigas, 250 gigas? Parce que, entre nous soit dit, on n'a pas besoin d'autant de data. Ouais, mais il y en a même qui font ça en illimité. J'en ai besoin, moi. Quand je dois télécharger ma collection privée de Granny, excuse-moi, mais ça charge, hein. Ah ouais. C'est quoi ton annuaire, c'est zone téléchargement? Non, c'est pas... je te le dis tout de suite, mais je te prêterai mon compte si tu veux, tu verras. Ah, super. On va faire du compte partagé, génial. Fais gaffe, je vais retourner ça. J'ai rien à cacher, moi. Ils sont pas comme Netflix, ils permettent de partager. Toujours.
Enfin, je peux. Toujours. Toujours autorisé. Le contrôle d'identité, non, tu appuies sur plus 18, ça marche. Tu certifies quoi, ouais, t'as plus de 18, ça passe. Ouais, j'ai entendu sur le contrôle d'identité, il y a plusieurs sites français qui ont fermé. Non. La justice a demandé la fermeture de plusieurs sites qui ne contrôlaient pas suffisamment l'identité de leurs visiteurs. Non, sérieux? Ouais, ça y est, ça arrive. Ouais. Bah, tu sais qu'on est un peu dans la merde. Donc, contrôle d'identité, donc, qui vont devenir obligatoires. Les sites de stockage de fichiers qui ferment les uns après les autres. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos journées maintenant? Non, mais moi je suis sûr que la prochaine étape, c'est qu'on va nous implanter à la naissance une puce RFID avec plein de données biométriques stockées dedans qui pourraient être consultées comme ils veulent. C'était pas le réseau X25 qui gérait les Minitel? Je pense qu'ils vont restaurer les réseaux X25. Comment on sait qui se connecte à quel endroit, quel point d'accès, Imagine. etc. Les sites contrôlés. Imagine. Ça va être ça. Les futurs navigateurs vont intégrer un système c'est un système d'empreinte qui va certifier à l'hébergeur que le site affiché correspond bien à ce qu'ils ont envoyé. C'est-à-dire que toi, t'as l'habitude d'avoir un site et t'as ton bloqueur de pub qui t'enlève toutes les pubs, ou ton NoScript qui t'enlève tous les scripts. Et ben, le navigateur va annihiler tout ça et va dire non, c'est bon, la pub c'est bien affiché dans le navigateur, il n'y a pas de problème. Et ceux qui respecteraient pas ça, ben le site ne s'affichera pas. C'est pas magnifique? C'est des gens à l'étude ou c'est un vœu pieux? C'est à l'étude, c'est dans les versions bêta de Chrome. Ouais, bon. Évidemment, c'est Google Voilà, qui donc promeut ça. et en même temps, Google développe dans un futur Chrome aussi un truc qui devrait bloquer tous les cookies tiers et tout ça mieux que Firefox, là. Enfin, de ce qu'ils annoncent. Oui, mais ils développent tout pour mieux contrôler, Voilà. pour verrouiller déjà, pour verrouiller le système et pour mieux contrôler le système derrière. Arrêtez Évidemment. d'utiliser Chrome, arrêtez d'utiliser Microsoft Edge, utilisez Firefox. C'est le seul qui, pour l'instant, essaye de défendre les intérêts des Ouais, utilisateurs. ou alors Netscape. Ça existe Non, encore. je crois que c'est mort, ça. Ouais, je sais pas. Attends, je vais regarder. c'est mort. Non, je te confirme, c'est mort, Ils ont c'est mort, encore c'est mort, un c'est mort. site. C'est mort, ouais. Ouais, non, mais c'est clair, non, n'allez plus sur Chrome ou Chromium ou je sais pas quoi, allez sur Firefox. Franchement, on va avoir des soucis dans les prochaines années. Évidemment. On va avoir de gros soucis. Mais bon, j'ai rien à cacher. Bon, sur ces bonnes Il y paroles. a toujours une version de Netscape qui date de 2008, qui est encore disponible. Ah ouais. Donc on peut la télécharger. Alors je sais pas ce qu'on peut faire avec, 2008. Il y a 15 ans qui sont passés, donc les technologies ont certainement bien évolué. Mais il y a encore une version de Netscape de 2008, la version 9, qu'on peut télécharger. Eh ben, on fera une émission, on fera un dossier navigateur. On vous l'a promis déjà. Ah non, Donc, on j'ai vous été le un peu fera. rapide, en fait, le lien il marche pas. Mais On fera un dossier là-dessus sur les navigateurs, en effet. Quel navigateur choisir, quel techno faire confiance, etc. Puis qu'est-ce que c'est un navigateur, tout compte fait? Je croyais que moi, quand j'allais sur Internet, j'allais sur Google. Voilà. Donc il y aura plein de choses à dire là-dessus. Il y aura plein de choses. Voilà. Bon, mais sur ces bonnes paroles, on va clore ce chapitre de l'horreur de Librement Linux. J'espère que cet épisode vous aura plu, chers auditeurs. vous aura bien fait peur aussi. Oui. On leur fait, déjà, on en raconte beaucoup durant toute l'année, mais là, j'avoue qu'on a un peu forcé le trait. Très bien. Merci Steve, merci le Tux, merci à vous pour votre fidélité. Merci à Enrique de Whitebeat Music, notamment pour le génial que vous entendez là derrière, spécial Halloween. Voilà, j'ai pu piocher dans sa bibliothèque, qui est en Creative Commons, il faut que je le cite également, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle à chaque épisode. Ça s'appelle un contrat. On vous remercie pour votre fidélité, puis on vous donne rendez-vous au prochain numéro de Librement Linux, et on vous souhaite une bonne semaine. Bye tout le bye. monde. Bye. Oui, ça c'était le SMR, tu sais, Jason le mort-vivant à l'époque. T'as vu, ils étaient déjà en avance sur leur temps.